Voilà, bonsoir. Je dois dire que je suis d'une part très impressionné par ce qu'on vient d'entendre, et puis très impressionné par le monde qui est ici ce soir, sachant qu'il y en a encore, je ne sais pas combien, derrière dans l'autre auditoire. Et puis non seulement je suis impressionné, mais je suis également très heureux parce que ce soir, je vais pouvoir vous parler de physique. Il faut savoir que le métier de physicien peut des fois être un peu frustrant. Parce qu'en général, lorsqu'on rencontre des gens normaux, des gens qu'on rencontre au restaurant ou dans le train, ou les amis des amis, puis qu'après un moment, je leur dis que moi je suis physicien, la réponse est toujours « Ouh, moi la physique, j'ai jamais rien compris ». Et ça s'arrête en général là. Donc voilà, je ne peux plus leur parler de ma première passion, et donc je vais leur parler de ma deuxième passion, que Jean-Dominique a déjà évoquée, à savoir le hockey sur gazon. Et donc là, il faut leur expliquer que ce n'est pas la même chose que le rink hockey, que nous, on n'a pas des patins à roulettes, et puis que ce n'est pas non plus comme le hockey sur glace, et puis qu'au contraire, pour le hockey sur gazon, c'est un sport qui convient très bien aux filles et aux garçons. Voilà, mais ce soir, vous êtes là, les portes sont fermées, donc je vais pouvoir vous parler de physique. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, vous connaissez en fait et comprenez pas mal de physique. Par exemple, une pomme. Qu'est-ce qui se passe si je lâche cette pomme? Voilà, elle tombe, et même à cause de la gravitation, comme on l'a entendu. N'est-ce pas, vous le saviez? Donc, vous voyez, vous savez pas mal de choses. Et en fait, vous en savez même bien plus, parce que vous savez aussi que la pomme, elle ne tombe pas de en haut vers en bas, elle tombe vers le centre de la Terre. Et vous savez aussi que les gens qui sont de l'autre côté de la Terre, les kangourous, eux aussi, ils tombent vers le centre de la Terre. Et c'est pour ça que nous tous, nous collons, nous tenons sur la Terre. Hein, tout ça, vous le savez. Puis vous le savez, entre autres, parce que vous avez des frigos avec des portes métalliques, et dessus, il y a des aimants. Puis les aimants aussi, ils collent sur la porte du frigo, comme nous, on colle sur la Terre, un peu comme ça. Puis en fait, vous en savez encore beaucoup, beaucoup plus. En fait, vous savez aussi que cette même force de gravitation s'applique sur la Lune, et que la Lune a aussi tendance à tomber vers le centre de la Terre. N'est-ce pas? Puis vous savez aussi que, heureusement, la Lune, elle avance aussi. Et donc, la combinaison entre cette vitesse vers l'avant et puis la force de gravitation qui fait tomber la Lune, fait que la Lune, après un moment, elle va tomber, mais à côté de la Terre. Elle va se retrouver là. Et puis à ce moment-là, elle tombe toujours vers le centre de la Terre, et maintenant sa vitesse est dans cette direction-là. Et donc, si on continue, eh bien, on a que la Lune tourne autour de la Terre. Tout ça, je suis sûr que vous savez. Il y a probablement une chose que plusieurs d'entre vous n'auraient pas su par cœur, c'est quelle est l'équation qui dirige tout ça, l'équation de Newton. En fait, ça, ce n'est pas très grave. Ce qui est vraiment dommage, c'est que probablement, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'apprécient pas la beauté de cette équation. Regardez comme elle est belle. Moi, j'ai un petit problème, je n'ai pas une très bonne ouïe. Donc, je n'apprécie pas trop la musique, parce que je n'entends pas vraiment bien, donc c'est un petit handicap. Mais il y a plein de gens qui ont un autre handicap. Ils ne peuvent pas apprécier les équations. Mais pour ce soir, je vous rassure, là, il n'y a pas de problème. L'équation, on va pouvoir la mettre de côté. On n'en a pas besoin. Alors avec ça, on peut continuer. En fait, si vous vous rappelez, vous avez fait de la physique vous-même il y a déjà très longtemps, quand vous aviez 6 mois, une année. Et c'est comme ça que vous avez appris aussi beaucoup de physique de base. Par exemple, une des choses que je suis sûr que vous avez apprises, c'est que si on veut interagir avec un objet, il n'y a pas tellement de choix. Une possibilité, c'est de ramper vers lui. Une autre possibilité, c'est de lui lancer des balles. Éventuellement, on pourrait allonger le bras par un bâton.
Mais il n'y a pas tellement d'autres possibilités pour interagir. Et d'ailleurs, vous avez essayé, je suis sûr que vous avez tous fait cette expérience-là. Hein, la télékinésie, vous vous y êtes essayé. Il y a un objet, vous aimeriez bien interagir avec, il y en a marre de ramper, alors on s'assied, on se concentre, on gueule un bon coup, on fait peut-être une petite crise, puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc la télékinésie, ça ne marche pas. C'est aussi le résultat de beaucoup d'expériences que nous avons tous expérimentées. Il y a encore une chose de plus que vous avez aussi appris, qui est aussi très important pour la conférence de ce soir. Vous avez aussi appris, même si certains, là, des fois, parmi les gens normaux, ont des doutes, c'est que la télépathie, ça ne marche pas non plus. Ça serait quoi la télépathie? La télépathie, ça serait de l'information qui part quelque part, qui arrive ailleurs, mais sans aucun support physique. Il n'y a rien qui porte l'information, c'est juste l'information qui ploup, ploup, comme ça. Ça serait en quelque sorte de la télékinésie d'information. Hein? Donc la télépathie, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Hein? Aucune information ne peut passer d'un endroit à un autre sans un support physique qui porte cette information. Voilà, puis maintenant on a suffisamment de connaissances de physique pour commencer à se poser des bonnes questions, des vraies questions. Puis les vraies questions de physiciens, c'est des questions enfantines, parce que les physiciens sont des grands enfants. Alors une bonne question, par exemple celle-ci, dit papa, maman, comment elle fait la Lune pour savoir dans quelle direction elle doit tomber? Puis vous-même, ou plus exactement votre corps, quand vous êtes dans un avion à 10 000 mètres d'altitude, puis mettons, vous fermez les yeux, vous détachez même la ceinture de sécurité, vous êtes d'accord, vous ne vous mettez pas à flotter dans l'avion. Votre corps, il sait toujours dans quelle direction il doit, pas tomber parce qu'il y a le siège qui vous retient, mais il doit aller. Donc, comment il fait votre corps pour savoir dans quelle direction est la Terre? Vous avez les yeux fermés, il n'y a rien qui vous attache. Pourtant, ça marche, hein, vous avez déjà tous essayé aussi. Donc ça, c'est bien comme question. Hein, on peut se demander, mais alors est-ce que la Lune et votre corps utilisent une sorte de bâton pour sonder la présence de la Terre? Ou est-ce qu'elle lui lance des sortes de balles? Puis là, je suis vraiment content, parce que là, on va pouvoir commencer à faire de la vraie physique. Et si vous vous posez la question, vous ne comprenez pas très bien, mais c'est vrai, comment elle fait la Lune, en fait? Sachez que cette bonne question, beaucoup de personnes se sont déjà posées. Et en particulier, là, le grand Newton, le géant de la physique, celui qui a découvert la gravitation, lui-même, il se posait déjà cette grave question. Hein? Lisons là ce qu'il a écrit. Que la gravité soit innée, inhérente et essentielle à la matière, de sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance, à travers le vide, sans la médiation de quelque autre chose pour transporter l'action et la force de l'un à l'autre, cela est pour moi, donc pour Newton, une si grande absurdité qu'à mon avis, aucun homme ayant une faculté de réfléchir avec compétence aux problèmes philosophiques ne peut y tomber. Donc Newton nous dit très explicitement, il faut être fou pour croire en ma théorie de la gravitation universelle. Ça devient intéressant. Parce que malgré cet avertissement très explicite de Newton, en fait, cette théorie de la gravitation universelle a dominé la science pendant plus de 3 siècles, et encore aujourd'hui, on l'enseigne. Et d'ailleurs, je me demande combien d'enseignants, il y a probablement aussi des enseignants du secondaire ici, tiens, j'en vois un là-bas, je me demande combien de ces enseignants expliquent à leurs élèves qu'il faut être fou pour croire ce qu'ils leur disent. Alors, comment faire là? Alors, c'est vraiment d'autant plus étonnant que si vraiment c'est ce que j'appelle la non-localité selon Newton, la Lune sait, sans toucher la Terre, que faire, dans quel sens tomber,
Ça permettrait de la télépathie. Parce que selon la théorie de Newton, si on déplaçait un rocher sur la Lune, cela aurait un effet immédiat sur notre poids sur Terre. Donc on pourrait faire l'expérience. On met quelqu'un sur la Lune, qui avec une petite fusée pousse un rocher, et puis ensuite on met des balances alors un peu plus sophistiquées que la balance qui est dans votre salle de bain, pour mesurer les poids, et puis dès que le rocher est déplacé, immédiatement notre poids change. Bon, évidemment, à l'époque de Newton, ça c'était une expérience impossible. Bon, ça serait de la télépathie. Cette expérience aurait été impossible à l'époque de Newton. Et je dois vous dire que la technologie d'aujourd'hui ne permet toujours pas de faire ces expériences. On n'a pas de balance assez précise et qui est capable de faire la mesure suffisamment rapidement. Mais si on avait fait l'expérience, on se serait rendu compte qu'en fait, la gravitation, contrairement à ce que disait Newton, ça ne se propage pas instantanément, mais ça se propage à la vitesse de la lumière. Tiens, la vitesse de la lumière, c'est encore quelque chose que vous connaissez tous, malgré vos affirmations que vous ne comprenez rien à la physique. Tout le monde aujourd'hui sait que la lumière, ça va très vite, mais que ce n'est pas instantané. La plupart des gens savent même que c'est 300 000 km/s. Donc c'est une vitesse finie. Et donc il faut un certain temps. Et puis effectivement, c'est ainsi que Einstein, bien après Newton, a pu répondre à cette question enfantine de comment la Lune sait dans quelle direction tomber. C'est lui qui a donc résolu grâce à sa théorie de la relativité générale. Et en gros, en simplifiant un peu, cette théorie, elle nous dit que la Terre, la Lune, tout corps, le vôtre, le mien, la pomme là de tout à l'heure, lance en permanence des petites balles dans toutes les directions. Ces petites balles, on leur a donné un nom, on appelle ça des gravitons. Et c'est donc ces gravitons qui partent dans tous les sens et qui informent la Lune de la présence de la Terre de la présence de la Lune, aussi votre corps de la présence de la Terre, etc. C'est comme ça qu'on est informé, qu'on sait dans quel sens tomber, entre guillemets. Maintenant, ces gravitons, ils n'ont pas de masse, tout comme les particules de lumière, les fameux photons que le recteur a déjà mentionnés. Et selon la théorie de la relativité générale, si une particule n'a pas de masse, elle se déplace forcément à la vitesse de la lumière. Voilà, ça c'est une belle théorie, une belle explication, et là on a pu faire un peu de physique, de vraie physique ensemble. Puis ça a des conséquences, évidemment. Pour nous, c'est important que ça ait des conséquences. Ça signifie en particulier qu'il y a un petit délai pour que la Terre informe la Lune de où elle est, grâce à ses gravitons. Et à cause de ça, la Lune ne tombe pas exactement vers le centre de la Terre, mais très légèrement à côté. Bon, là, j'exagère l'angle pour qu'on le voit bien, mais elle tombe un petit peu en arrière, puisqu'il lui faut un certain temps pour être informée. Puis ce petit décalage, bon, sur la Lune, ça a un effet négligeable, mais sur une planète comme Mercure, qui tourne autour du Soleil, ça a un effet qui est mesurable, et c'est d'ailleurs cet effet-là qui a été la première confirmation de la théorie de la relativité générale. Alors là, dites-moi, c'est pas beau la physique? C'est magnifique. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'environ 10 ans après la relativité générale, arrive une autre théorie, la théorie quantique. Ça, c'est une théorie qui décrit le monde des atomes et des photons. Encore une fois, les photons, c'est les particules de lumière. Donc, ça décrit des objets qui sont tout petits, mais qui sont évidemment tout autour de nous, y compris dans notre corps. Et puis, cette théorie, elle est de nouveau basée sur une magnifique équation. Regardez. Ça, c'est l'équation de Schrödinger. C'est une photo de Schrödinger. Là, vous avez psi. Ça décrit l'état de ces fameux atomes et photons. Et puis le point là, ça veut dire qu'il s'agit d'équations d'évolution dans le temps. Et puis le H ici, ça représente l'énergie. Vraiment une belle équation. Puis en plus, cette équation, elle a été découverte donc, par Schrödinger. Elle a été découverte pendant que Schrödinger passait ses vacances d'hiver en Suisse, dans les Grisons, en fait à Arosa. Alors certains vont se dire, mais comment il fait pour passer des vacances à faire des découvertes comme ça?
Alors ça, il faut savoir que les physiciens, ils ne s'arrêtent pas de travailler. Une fois qu'on a la passion, on ne s'arrête pas. Et puis, si vous avez de la peine à y croire, demandez à ma femme, elle confirmera. Donc, cette magnifique équation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décrit, entre autres, comment ces électrons tournent autour du noyau, ici dans un atome de lithium. Et alors là, il y a tout de suite une question, hein. Vous avez déjà pensé, mais dit papa, maman, comment ils font les électrons pour savoir où est le noyau? Un peu la même question qu'on s'est déjà posée, donc ok, on me l'a déjà fait une fois, c'est bon. On va chercher les gravitons. Alors j'ai écrit graviton avec la lettre Q pour se rappeler que c'est quantique. Ça fait des gravitons. Et puis les guillemets, ils sont là pour vous dire aussi que le mot n'existe pas. Voilà, donc on a envie de faire ça, puis se dire, voilà, on va chercher alors ces gravitons qui communiquent, là, comme ça, entre les électrons et le noyau. Mais c'est quand même compliqué, parce qu'un atome, c'est vraiment, vraiment petit. Donc pour faire l'expérience, là, ça ne va pas être simple, d'autant plus que cette image ici d'un atome, elle est quand même assez fausse. Une image plus correcte, ça serait une image d'un ensemble de bulles de savon, comme ça. Parce que les électrons, en fait, ça occupe un certain volume. Et puis, comme ça, les électrons, en fait, ils se touchent les uns les autres. Et en particulier, ils touchent le centre, là, ils touchent le noyau qui est au milieu. Donc, évidemment, une fois qu'ils se touchent, ben, ils savent où ils sont. Donc là, ça ne va pas très bien pour faire notre recherche de gravitons. Mais on peut être malin. Les physiciens, ils sont malins. On peut être malin. Et puis on se dit, mais on va prendre un atome qu'on va mettre sur la Lune et puis l'autre sur la Terre. Comme ça, là, la distance, elle est bien grande. Ça va bien marcher. Là, je vais pouvoir chercher s'il y a des gravitons. Maintenant, on va essayer de faire ça, mais je ne vais pas mettre un atome. C'est quand même un peu compliqué, un atome. Donc, je vais essayer de prendre le système quantique le plus simple possible. Le système quantique le plus simple qui existe, c'est ce qu'on appelle un bit quantique. Nous, on parle de qubit, quantum bit. Donc, un bit quantique. Alors, un bit, ça, vous savez ce que c'est. Un bit, aujourd'hui, théorie de l'information, société de l'information, on sait tout ce que c'est. C'est un 1 ou un 0. Ou bien c'est comme une pièce de monnaie qui peut être pile ou face. Et puis, on sait très bien que lorsque on téléphone, par exemple, notre voix va être digitalisée, va être transformée en une chaîne de bits, donc une suite de 1 et de 0, des choses comme ça. Voilà, alors un bit quantique, ça ressemble à ça. Il y a aussi un 0 quantique et un 1 quantique, mais tout comme pour les électrons qui occupent plus d'espace, ce 0 et ce 1, ils vont en occuper aussi un peu plus. Et donc, on peut représenter l'ensemble des états possibles d'un qubit, d'un bit quantique, par un cercle. Par exemple, une possibilité, ça serait ce point rouge. Et ce point rouge, il représente à la fois un 0 et un 1. Typiquement, un concept quantique, les choses peuvent être à la fois ci et ça. L'électron, il peut être dans cet endroit de la bulle, ailleurs dans la bulle. Puis du moment qu'on a toute une possibilité de cercle, lorsqu'on va vouloir mesurer un bit quantique, si c'est un bit classique, c'est juste un 0 à 1. On va regarder la pièce de monnaie, on voit c'est pile, c'est 0, c'est face, c'est 1. Mais ici, on aura plus de choix. Ici, on pourra faire une mesure, si vous voulez, regarder ces bits quantiques selon n'importe quelle direction. Voilà, par exemple, on peut choisir cette direction. Et puis si on fait une mesure selon cette direction-là, on peut obtenir les résultats suivants. On peut obtenir soit le résultat parallèle à la direction de mesure, soit le résultat antiparallèle à la direction de mesure. Et on peut avoir que ces deux résultats. Donc le nombre de résultats est quantifié. Et c'est de là que vient la terminologie de mécanique quantique et donc aussi de bits quantiques. D'accord? Alors, comme exemple, pour ceux en tout cas qui se rappellent qu'à la lumière, il y a une onde électrique qui oscille là-dedans.
Donc dans les photons, il y aura aussi une petite onde électrique. Donc on peut imaginer ici que l'onde électrique, elle oscille verticalement. Et on dira, ça c'est le 1. Et puis là, cette onde électrique oscillerait horizontalement. Et ça serait le 0. Puis maintenant, vous pouvez vous imaginer, si en même temps vous faites du 1 et vous faites du 0, vous allez finir par faire quelque chose qui est un peu en diagonale. Et ça, c'est exactement ce genre d'état, où le photon, ou le champ électrique du photon oscille de façon un peu en biais. Il peut osciller plus ou moins en biais. D'accord ? Puis ensuite, la direction de mesure. Quand on a un photon, qu'on veut mesurer sa polarisation, on prend des lunettes de soleil, des lunettes polarisantes. Et puis, c'est clair, les lunettes, je peux les regarder comme ça, mais je peux les tourner. Ça, c'est choisir la direction de mesure. Puis ensuite, le photon, peut-être qu'il va passer à travers mes lunettes polarisantes. Dans ce cas-là, je vais dire, ça, c'est le résultat parallèle. Puis des fois, le photon, il ne passe pas. C'est pour ça qu'ils sont grises, mes photons, brunes. Et ça, c'est le résultat antiparallèle. J'ai que la moitié ici qui passe. D'accord ? Donc ça, c'est la chose qu'il vous faut accepter. Ça, c'est l'objet quantique le plus simple possible. D'accord ? Alors maintenant qu'on a un bit quantique, on va pouvoir en prendre deux. Et puis il y en a un qu'on va mettre sur la Lune, au moins par la pensée, et puis l'autre qu'on va garder sur Terre. Ensuite, on leur donne des noms à ces qubits, parce qu'on est des physiciens. Donc il y en a un qu'on appelle Alice, et puis l'autre on appelle Bob. Ça fait aussi A et B, c'est les deux premières lettres de l'alphabet. Le troisième, il s'appellerait Claire ou Charlie. Et puis donc là, on peut mettre une grande distance. Donc cette fois-ci, on n'a plus ce problème où c'est difficile d'aller regarder dans l'atome. Ils sont loin l'un de l'autre. D'accord ? Puis maintenant, je peux choisir une direction pour faire une mesure chez Alice, la mesure dans la direction A, et puis chez Bob, je peux faire une mesure dans une direction que je peux choisir également, ou que Bob peut choisir librement, et ça sera la direction B. Voilà. Puis maintenant, lorsqu'on a deux qubits, ces qubits, ils peuvent être intriqués. Ils peuvent partager de l'intrication. Alors ça, a priori, à part les physiciens, on n'a pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ce n'est pas très compliqué, en fait. Il faut juste savoir un certain nombre de choses sur l'intrication. C'est une propriété commune d'une paire de qubits, donc une paire de photons, une paire d'électrons, une paire d'atomes, etc. Alors, la première propriété qui définit l'intrication, c'est que si je fais des mesures dans les mêmes directions, vous voyez, les deux directions, là, chez Alice et Bob, sont parallèles, c'est la même direction, dans ce cas-là, j'obtiens toujours le même résultat. Donc, même mesure, même résultat. Donc, par exemple, je pourrais obtenir 2 fois le résultat parallèle. Parallèle chez Alice, parallèle chez Bob. Mais je pourrais aussi obtenir antiparallèle chez Alice, antiparallèle chez Bob. Même résultat. Ça, c'est la propriété essentielle dont il faut se rappeler de l'intrication. Ensuite, il y a 2 autres propriétés, mais qui sont beaucoup plus simples à se rappeler, je crois. La deuxième, c'est que supposons maintenant que je prenne des directions de mesure chez Alice et chez Bob qui sont juste l'opposé l'une de l'autre. Inverser ici la direction, c'est en fait inverser ce qui était parallèle devient antiparallèle, ce qui était antiparallèle devient parallèle. D'accord ? Donc, lorsqu'on a des mesures opposées, on a des résultats opposés. Ça, c'est presque une évidence à partir du point numéro 1. Puis le troisième, c'est un petit principe de continuité. Si j'ai des mesures qui sont proches, là j'ai une mesure dans cette direction, toujours chez Alice, puis celle de Bob, ce n'est pas exactement la même, mais elle est proche, elle n'est pas très différente. Si les mesures sont proches, il y a une grande probabilité d'obtenir les mêmes résultats. D'accord ? On se rappelle de ça, surtout le premier. Même mesure implique même résultat. OK, super. Donc maintenant, on recommence à réfléchir, puis on remarque que, mais alors ça c'est comme pour la gravitation, là il y a une corrélation totale entre Alice sur la Lune et Bob sur Terre. Hein. Chaque fois qu'ils font la même chose, ils obtiennent le même résultat. Donc il y a une corrélation totale. En plus,
tout comme pour la théorie de Newton, la théorie de gravitation de Newton, la théorie quantique prédit que l'effet est immédiat. Ah ben voilà, maintenant on est exactement comme avec la théorie de Newton. Newton, on déplace le rocher, ça a un effet immédiat sur la Terre. Bon, on sait maintenant que c'est plus comme ça, mais la théorie prédisait ça. Et ici, on a une théorie qui à nouveau prédit un effet immédiat. Donc, c'est bon, là, on va chercher les gravitons. D'accord? Et puis maintenant, on peut faire l'expérience, parce que là, on peut les mettre loin, nos qubits, nos photons. Alors, on l'a faite, cette expérience. On l'a faite entre Satiny et Jussy, un distribué de l'intrication avec des fibres optiques de Swisscom. Voilà, ça a été fait il y a 5 ans, vous voyez. Et on a fait cette expérience. Alors, je ne vais pas vous raconter le détail de l'expérience, c'est quand même un peu compliqué. Puis en plus, pendant l'expérience, la Terre, elle tourne sur elle-même, elle tourne aussi autour du Soleil. Et puis, donc, toute l'idée de l'expérience, c'est de faire la mesure ici, en même temps, puis des fois avec les mêmes directions, des fois pas avec les mêmes directions. Puis voir que quand par hasard c'est la même direction, on doit trouver le même résultat. Mais si vraiment il y a des gravitons qui se propagent pour influencer de Satiny à Jussy ou de Jussy à Satiny, si les questions sont posées en même temps, ben les gravitons, ils n'arrivent pas à temps. C'est comme l'histoire avec les gravitons de la Lune. La Lune ne tombe pas exactement vers le centre de la Terre, mais légèrement à côté. Même idée, là. Sauf que c'est plus compliqué ici. Puis en plus, il y en a quand même ici qui doivent se rappeler que la relativité nous dit qu'en même temps, ce n'est pas un concept bien défini en relativité. Donc il y a toute une analyse encore à faire qu'on ne va pas faire ici. Mais le résultat de cette expérience, c'est que si vraiment on voulait expliquer nos résultats expérimentaux, il faudrait que ces gravitons devraient se propager à au moins 100 000 fois la vitesse de la lumière. Bon, alors la vitesse de la lumière, c'est déjà très rapide. Puis 100 000 fois la vitesse de la lumière, c'est... Okay. Aucun physicien qui y croit. Donc la vraie conclusion, à la fin, il n'y a pas de graviton. L'histoire ne bégaye pas. On ne peut pas simplement reproduire l'histoire de la gravitation ici. Non, il n'y a pas de graviton qui influence les deux, enfin un qubit influençant l'autre qubit. Mais voilà, alors, dit papa, maman, ils font comment alors les bits quantiques pour toujours donner la même réponse aux mêmes questions? Puis là, normalement, je devrais vous donner un quart d'heure pour réfléchir, puis essayer de trouver une bonne idée. Comment on pourrait faire pour que ces qubits donnent toujours la même réponse lorsqu'on leur pose la même question? Puis je suis sûr que si je vous laissais vraiment un quart d'heure, il y en a beaucoup qui trouveraient une idée qui est assez naturelle finalement, surtout lorsqu'on est à l'université. En fait, peut-être que ces qubits, ils font tout simplement comme les bons étudiants. Ils apprennent une réponse pour chaque question. N'est-ce pas? Si j'ai 2 étudiants, puis surtout si c'est 2 bons étudiants, puis que je leur pose la même question, je m'attends à ce qu'ils donnent la même réponse. Donc voilà vraiment une bonne hypothèse, ça a l'air vraiment plausible de se dire, oui, ils apprennent en fait un résultat pour chaque question. Puis évidemment, maintenant, ils ont appris la même chose, donc la même question, forcément, ça fournit la même réponse. Donc ça, c'est une bonne hypothèse. Mais ce soir, on fait de la physique. Donc, ça ne nous suffit pas de faire des hypothèses, il nous faut maintenant la tester. On veut vérifier, est-ce que c'est vraiment comme ça? C'est comme les gravitons, on a pu tester ça en voyant que Mercure ne tombe pas exactement sur le Soleil, etc. Donc on veut faire ça. Puis là, c'est un peu plus compliqué. Comment est-ce qu'on va pouvoir tester si en fait ces qubits ont appris leur réponse par cœur, entre guillemets, ou que c'est inscrit dans l'état de ces qubits? Et là, il a fallu beaucoup de temps, en fait, pour trouver comment faire. Et les physiciens sont malins. Et une personne, John Bell, ce fameux John Stuart Bell que M. le recteur a mentionné dans son introduction, il a inventé un jeu. Je vous avais déjà dit que les physiciens sont des grands enfants. Et on appelle ça le jeu de Bell. Donc on va prendre nos Alice et nos Bob, faire des mesures sur la direction A chez Alice, direction B chez Bob. Et puis en fait là, il y aura des règles pour ce jeu. Et la première règle est très simple,
Ben, Alice, elle a le choix qu'entre mesurer dans la direction verticale, vers le haut, et puis ça, je vais appeler A égale 0, la direction 0. Puis son alternative, c'est de faire la mesure selon cette direction horizontale, vers la droite. Et ça, j'appelle la direction A égale 1. OK? Puis Bob aussi, il n'a que deux choix. Là, diagonale vers la droite, pour B égale 0, la diagonale vers la gauche, B égale 1. Puis ensuite, les règles, c'est les règles d'un jeu de physicien, c'est un peu bizarre. La règle, elle dit la chose suivante. Si A fois B, je fais la multiplication là, de ces nombres, si A fois B égale 0, alors Alice et Bob reçoivent un point pour autant qu'ils donnent la même réponse. Donc dans ce cas-là, ils ont intérêt à donner la même réponse pour gagner un point. Par contre, si A fois B est égal à 1, dans ce cas-là, Alice et Bob reçoivent un point s'ils donnent des réponses différentes. Bon, là, il y a un tout petit peu de mathématiques, donc on va le faire ensemble, mais ce n'est pas très compliqué. Hein. Donc il y a A, il y a B, la direction d'Alice, la direction de Bob, et il faut faire le produit. Alors 0 fois 0 égale 0. Hein. Si vous ne recevez jamais rien, vous n'avez rien. 0 fois 1, si vous ne recevez jamais 1 franc, vous n'avez rien. Si vous recevez une fois rien, vous n'avez toujours rien. Par contre, si vous recevez une fois 1 franc, vous avez 1 franc. D'accord? Ça, c'est l'ensemble des maths dont on a besoin pour aujourd'hui. Et donc, les règles, elles nous disent, ça va là, vous suivez? Bon. Les règles nous disent, dans ces trois cas-là, comme le produit est nul, le but, c'est d'avoir des réponses identiques. Et dans le dernier cas, le but est d'avoir des réponses différentes. Bon, ça n'a vraiment pas l'air compliqué, ni très folichon d'ailleurs. Il y a quand même un problème. C'est qu'en fait, Alice, elle ne connaît que A. Elle sait dans quelle direction elle mesure, mais elle est sur la Lune, elle n'a aucune idée dans quelle direction Bob mesure. Et puis Bob, qui est sur Terre, il connaît B, la direction de mesure de son qubit, mais il ne sait pas ce qui se passe sur la Lune. Alors, ils font comment là? Il a dit, papa, maman, comment peuvent-ils calculer A fois B si aucun ne connaît à la fois A et B? Le calcul, il est tout simple, mais comment vous faites A fois B si vous connaissez que A ou que B? Bon. Une chose qu'ils peuvent faire, ce n'est pas idéal, mais enfin ça ils peuvent faire, c'est qu'ils se disent, A fois B c'est égal à 0 3 fois sur 4. Donc on va parier sur 0, on va parier, Alice et Bob peuvent parier sur A fois B égale 0. Puis dans ce cas-là, ils s'arrangent pour produire toujours des réponses identiques. Puis en faisant ainsi, ils vont gagner 3 fois sur 4. D'accord? Donc gagner 3 fois sur 4, ok, ça va, on peut faire ça. Alors, devoir à domicile. Bon, ça, il fallait quand même vous y attendre. Hein. Vous venez à une leçon à l'Université de Genève, il y a forcément des devoirs à domicile. Alors, les devoirs à domicile, montrer qu'Alice et Bob ne peuvent pas gagner plus souvent que 3 fois sur 4. Puis maintenant que vous y êtes, vous pouvez aussi prouver, montrer, ce n'est pas plus compliqué, qu'ils ne peuvent pas non plus perdre plus souvent que 3 fois sur 4. Ce n'est pas très compliqué. Ça, je vous laisse faire le raisonnement. Vous pouvez le faire ce soir ou demain. Vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça, mais il faut le faire pour soi-même pour être vraiment convaincu, que ce ne soit pas juste un argument d'autorité. Puis, franchement, c'est assez intuitif. Hein. Alice ne connaît pas B, Bob ne connaît pas A, mais comment il pourrait faire mieux que de parier sur le résultat? Puis comme un résultat est 3 fois plus probable que l'autre, évidemment, il vaut mieux parier sur celui qui est le plus probable, le plus fréquent. Pour vraiment faire mieux, il faudrait que Alice se faufile discrètement jusqu'à Bob. Par exemple, que Alice rampe comme le bébé qu'on a vu au début de la conférence. Ou bien que Alice envoie des balles avec sa question inscrite dessus. Mais ça, on a déjà éliminé. Hein. Ça, c'est les gravitons qui prendraient un certain temps pour se propager. Et puis ça, on a déjà pu éliminer. Donc, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, ils ne peuvent pas faire mieux que de faire ce pari puis de gagner, ma foi, 3 fois sur 4. Ça signifie donc qu'aucun étudiant ne peut gagner plus souvent que 3 fois sur 4. Si vous
prenez des étudiants, même les plus brillants, même ceux de l'Université de Genève, ils ne peuvent pas gagner plus souvent que 3 fois sur 4. Sauf si ce sont des étudiants quantiques. Parce qu'effectivement, la théorie quantique, elle prédit qu'on peut gagner au jeu de Bell plus souvent que 3 fois sur 4. Ça, c'est vraiment assez extraordinaire. Ça, je trouve totalement fascinant. Dis, papa, maman, comment elle fait la nature pour calculer A fois B alors que A et B n'existent nulle part ensemble? Ça, c'est vraiment une bonne question. Et puis là, on voit déjà poindre un peu cette idée d'un supercalculateur, l'ordinateur quantique ou le simulateur quantique, qui est capable de faire des calculs qui, pour nous, ça a l'air de la pure magie, ça a l'air complètement extraordinaire. Comment la nature, elle fait? Mais en tout cas, la théorie quantique le prédit. Bon, peut-être que la théorie quantique, après tout, c'est comme la théorie de Newton, c'est juste une très bonne approximation, mais ce n'est pas vraiment juste, c'est peut-être un peu faux. Donc en fait, maintenant, il faudrait faire l'expérience. Là, on peut poser la question, alors, est-ce que vraiment c'est comme ça ou pas? Ah oui, alors, prédiction quantique. Comment la théorie prédit la possibilité de gagner au jeu de Bell? Bon, ça, c'est peut-être un peu plus pour les physiciens. Mais regardez, si vous avez la direction verticale chez Alice, le 1 égale 0, cette direction-là, elle est assez proche de cette direction et de cette direction. Donc, comme ces directions sont proches, l'intrication va nous dire qu'on aura souvent le même résultat. Puis si Alice choisit la direction A, la direction 1, elle est également très proche de la direction 0 de Bob. Donc là aussi, on aura très souvent le même résultat. Alors que si Alice choisit la direction 1 et Bob choisit sa direction 1, là, ils sont presque opposés. Donc, puisqu'ils sont presque opposés, on aura très souvent des résultats différents. Vous voyez, ça fait exactement ce qu'on demande dans le jeu de Bell. Et donc, effectivement, là, j'ai dit très souvent, ça se calcule évidemment, avec cette magnifique équation que vous n'avez pas voulu voir. Et effectivement, la théorie quantique prédit qu'on peut gagner plus souvent que 3 fois sur 4. Maintenant, est-ce que c'est vraiment comme ça? Alors, il y avait ceux, y compris parmi les très grands physiciens, qui n'y croyaient tout simplement pas. Donc, si vous avez un doute, vous êtes quand même en très bonne compagnie. Einstein n'y croyait pas. Schrödinger n'y croyait pas. De Broglie, le grand physicien français qui a aussi contribué à la théorie quantique, n'y croyait pas non plus. Ensuite, il y avait aussi parmi les pères fondateurs ceux qui disaient « c'est évident ». Bohr, qui disait « il n'y a qu'à tenir compte de tous les appareils présents dans l'expérience ». Donc celui qui est sur la Lune doit tenir compte de la présence de l'appareil qui est sur la Terre et réciproquement. Ça ne paraît vraiment pas très intuitif. En tout cas, rien d'évident là-dedans. Mais enfin bon, il fallait faire l'expérience, et l'expérience a été faite, et effectivement, on peut gagner plus souvent que 3 fois sur 4. Et là, puisqu'on est à l'Université de Genève, j'aurais quand même mentionné que Genève a joué un très grand rôle dans l'histoire de la non-localité quantique. D'abord, en 1964, John Stuart Bell, physicien au CERN, physicien irlandais, mais qui travaillait à Genève, au CERN, c'est lui qui a inventé le jeu de Bell. Bon, les mathématiciens, ils disent inégalité de Bell, ça sonne plus sérieux, mais c'est la même chose. Et puis ensuite, en 1991, j'ai démontré que pratiquement tous les états quantiques psi, vous voyez, ça c'est le psi qui est dans l'équation de Schrödinger, les états de ces atomes et des photons, n'importe lequel de ceux-là, pratiquement tous, permettent de gagner plus souvent que 3 fois sur 4 au jeu de Bell. Il faut voir que jusqu'à là, les physiciens disaient oui, il existe un état un peu bizarre qu'on appelle le cinglet, puis avec cet état bizarre, et puis dans des laboratoires obscurs, on peut gagner plus souvent que 3 fois sur 4, mais c'est un peu louche tout ça. On ne s'en occupait pas trop. Et là, tout à coup, on voit qu'en fait, non, on peut prendre un état quantique pratiquement au hasard et gagner au jeu de Bell. Et puis en 1997, mon équipe a réalisé la première démonstration du jeu de Bell
hors laboratoire. Donc, ce n'était plus dans un obscur laboratoire, mais c'était entre deux villages que vous connaissez bien, Bernay-Bellevue. Voilà une image. Donc, ce n'est pas la Lune et la Terre, mais Bernay-Bellevue, c'est quand même déjà suffisamment distant. On peut facilement choisir une mesure, une direction de mesure pour Alice, choisir une direction de mesure pour Bob et faire cette expérience, jouer à ce jeu. Et puis, évidemment, je suis obligé de vous montrer quand même des résultats expérimentaux. Et vous avez le droit de dire c'est très beau. Ça, c'est donc, en gros, c'est la probabilité de gagner. Et puis, bon, il y a plusieurs courbes parce qu'il y a plusieurs. Puis horizontalement, ben, une fois on tourne la direction de mesure de Bob, une fois on tourne la direction de mesure d'Alice. On regarde tout ça. Et puis, ben, première conclusion très importante. Ben, puisqu'on peut gagner au jeu de Bell plus souvent que 3 fois sur 4, si vous avez bien fait vos devoirs à domicile, vous avez compris que donc les qubits n'ont pas appris une réponse par question. Parce que s'ils avaient appris une réponse par question, ils n'auraient pas pu gagner plus souvent que 3 fois sur 4. Donc il y a quelque chose d'autre. Et là, ne me contredisez pas, c'est pas beau la physique. C'est pas magnifique ça. Bon, mais voilà, il y a encore des questions. Une prochaine question, c'est, mais alors, on peut utiliser l'intrication quantique pour faire de la télépathie, hein, puisqu'en fait, on voulait enlever cette non-localité, cette possibilité de gagner au jeu de Bell, un peu inspirée par l'idée que la télépathie, ça n'existe pas. Et puis là, pour répondre à cette question, qui est évidemment une excellente question, ben, il va falloir que je vous parle de hasard non local. Alors, qu'est-ce que c'est que le hasard non local? Il va falloir faire un petit raisonnement, encore un petit effort. On arrive bientôt à la téléportation, mais encore un petit effort avant. Alors, imaginons que le résultat d'Alice, par exemple ce résultat-là, que si ce résultat d'Alice était prédéterminé, c'est-à-dire qu'il y aurait vraiment un mécanisme qui détermine ce résultat, s'il y avait un tel mécanisme, les physiciens ils disent, forcément, si ce mécanisme existe, un jour ou l'autre, on va le trouver. Quelque chose qu'on ne pourrait jamais trouver n'existe pas. Tout ce qui existe est quelque chose qu'on pourrait trouver. Peut-être qu'on ne l'a pas encore trouvé aujourd'hui, mais on pourra le trouver. Donc, s'il existait un mécanisme qui détermine le résultat d'Alice, Bob pourrait le connaître. D'accord? Mais maintenant, Bob, alors il connaîtrait le résultat d'Alice, évidemment qu'il sait dans quelle direction il mesure, il sait quel résultat il obtient, il n'a qu'à regarder quel est le résultat de sa mesure, et de ça, il pourrait en déduire le choix de mesure fait par Alice. Hein, parce que l'intrication, c'est même mesure, même résultat. Donc Bob, il regarde quel résultat il obtient, il sait si c'est le même résultat qu'Alice ou pas, et de ça, il peut savoir si la mesure d'Alice est proche de la sienne ou pas. Mais si Bob pouvait, rien qu'en étant ici, là, mettons à Bernay, il regarde uniquement son résultat, peut-être qu'il doit faire encore un petit calcul pour connaître aussi le résultat d'Alice, et si avec ça, il pourrait comme lire le choix que Alice fait à distance, à Bellevue, mais ça serait de la télépathie, hein, de la télékinésie d'information. Or, rappelez-vous, là, quand vous avez fait vos premières expériences de physique, ça ne marche pas, la télépathie. Alors maintenant, un petit argument de logique, mais comme la télépathie est impossible, forcément, l'hypothèse ici en haut n'est pas correcte. Donc, le résultat d'Alice ne peut pas être prédéterminé. En fait, le résultat d'Alice doit être produit au hasard. OK? Il doit être produit au hasard. Bon, c'est quoi le hasard? Alors, un événement au hasard, c'est un événement qui est intrinsèquement non prévisible. C'est un acte de pure création. Un acte de pure création. Et c'est un physicien qui parle, ce n'est pas un théologien.
Mais la nature est capable d'actes de pure création pour éviter la télépathie. Et c'est vraiment ce hasard non local qui fait la différence entre cette sorte de non-localité quantique, la possibilité de gagner au jeu de Bell plus souvent que 3 fois sur 4, et la non-localité de la théorie de Newton, cette non-localité qui n'existe pas dans le monde, qui existe dans la théorie, mais pas dans le monde. Alors que la non-localité quantique, elle, on l'a testée, elle existe dans la nature, pas seulement dans la théorie. Hein? Mais chez Newton, le résultat du déplacement du caillou aurait été une conséquence prédéterminée. On peut calculer exactement de combien notre poids change lorsqu'on déplace ce caillou. Donc là, pour éviter la télépathie, il fallait trouver un mécanisme, on a trouvé les gravitons. Ici, pour la non-localité quantique, ce n'est pas comme ça parce que Alice, elle peut choisir sa direction de mesure, mais elle ne peut pas choisir si elle obtient ce résultat ou ce résultat. C'est au hasard. Le résultat est au hasard. Par conséquent, elle ne peut pas décider du message qu'elle voudrait envoyer à Bob. Parce qu'elle ne peut pas choisir finalement le résultat. Donc, de toute façon, on ne peut pas lui décider si elle lui envoie un 0 ou un 1. Donc, il n'y a aucune information qui va d'Alice à Bob. Et c'est vraiment le hasard qui empêche la télépathie. C'est bon? Alors, un petit peu de philosophie, là. Donc, l'intrication, ça c'est le mot scientifique pour dire hasard non local, est une nouvelle forme de causalité. Mais ce n'est pas tout à fait une causalité au sens habituel. Pas les causalités au sens habituel, c'est une bille qui tape dans une autre. On comprend bien, il y en a une qui tape dans l'autre, ça c'est la cause, qui met la deuxième bille en mouvement. Ou bien il y a un tremblement de terre et ça cause un tsunami. Ici, ce n'est pas ce genre de causalité, puisqu'en fait, localement, il y a juste du hasard. Il y a justement peut-être une absence de cause, il y a du hasard. Mais l'intrication, c'est la cause de corrélation. Et puis, par corrélation, l'exemple type de corrélation, c'est même question implique même réponse. Donc l'intrication, c'est la cause de cette corrélation. Puis maintenant, si on arrive, mais c'est un effort ça, si on arrive à vraiment penser le hasard, si on peut vraiment se dire que la nature est capable d'actes de pure création, et quelque chose qui émerge comme ça, qui n'existait pas avant, à partir de ce moment-là, si on accepte cette idée-là, donc si on accepte l'existence d'un vrai hasard, un acte de pure création, rien n'empêche ce vrai hasard de se manifester en plusieurs endroits, du moment que cela ne permet pas la télépathie. Donc ce même hasard, il peut faire que chez Alice, ça donne le résultat parallèle au hasard, mais aussi le même hasard, résultat parallèle chez Bob. Ou résultat antiparallèle, résultat antiparallèle. D'accord? Et puis le troisième point là, de mon petit résumé philosophique, le vrai hasard, en particulier le hasard non local, surgit en quelque sorte de l'extérieur de l'espace et du temps, dans le sens qu'aucune histoire se déroulant dans l'espace au cours du temps ne peut le raconter. Donc là, je suis en train de vous dire qu'il y a des choses qui viennent de l'extérieur de l'espace-temps. Le vrai hasard, il n'y a rien dans notre espace-temps qui explique pourquoi ça va être parallèle plutôt qu'antiparallèle. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur. Et de nouveau, c'est un physicien qui parle, pas forcément un théologien. Et puis on peut être un peu plus précis lorsqu'on dit qu'on dit que ça surgit de l'extérieur de l'espace-temps. C'est vraiment dans le sens qu'on ne peut pas raconter une histoire où tout se déroule dans notre espace. Alors, les mathématiciens, les physiciens, ils font ça dans ce qu'ils appellent un espace de Hilbert, avec un nombre infini de dimensions en général. Bon, là, on peut raconter des histoires, ou en tout cas écrire des équations. Mais l'histoire qu'on veut raconter dans notre espace à 3 dimensions avec le temps, tout simplement ne peut pas raconter ce hasard non local. Voilà. Alors, on en arrive à la téléportation. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont venus pour ça. Donc, maintenant, on va avoir droit à la téléportation quantique. Parce que maintenant, on a vraiment tous les concepts. Donc, si vous avez réussi à tout bien enregistrer, vous allez comprendre la téléportation quantique. Donc, pour faire la téléportation quantique, pour commencer, ce qu'il faut,
ben, c'est 2 qubits intriqués. Et je rappelle, ça veut dire, donc, même question implique même réponse. Les réponses sont au hasard, mais c'est néanmoins la même réponse, le même hasard des deux côtés. Okay? Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est un qubit à téléporter. Donc le but, ça va être de prendre ce qubit et de le téléporter chez Bob. Là, il est chez Alice, on veut le téléporter chez Bob. Alors pour faire ça, Alice va devoir faire quelque chose. Hein. Elle a 2 qubits, elle a son qubit qui est intriqué avec celui de Bob, et puis elle a ce qubit-là, dont elle ne connaît rien a priori, mais qu'elle aimerait téléporter chez Bob. Donc il va falloir qu'elle fasse quelque chose avec ces 2 qubits. Et ce qu'elle va faire, c'est leur poser une question. Peut-être une question que vous allez nouveau trouver un petit peu vicieuse, une question de physicien. Elle va leur demander, si je vous posais la même question, me donneriez-vous la même réponse? Alors si on faisait ça avec 2 étudiants, ben, la seule possibilité, c'est en fait de poser la même question aux 2 étudiants, on écoute les 2 réponses, puis on compare si les réponses sont les mêmes ou pas. Il n'y a pas tellement d'autres manières. Ou bien si je prends 2 directions, de savoir est-ce que c'est la même, ben, je suis obligé de les prendre tout proches l'une de l'autre, je regarde l'une, je regarde l'autre, puis je dis, non, il y a quand même encore un petit angle entre 2. Mais là, c'est des qubits, c'est-à-dire c'est des bits quantiques. Et en physique quantique, il y a de l'intrication. Ça, vous l'avez compris. Donc, ils peuvent faire la chose suivante, ces 2 qubits. Les 2 qubits peuvent répondre oui en se mettant ensemble dans un état intriqué. S'ils sont ensemble dans un état intriqué, ben ça veut justement dire oui, si vous nous posez la même question, on donnera la même réponse. D'accord? Ah ben voilà. Donc, si la réponse est oui, alors ça signifie n'importe quelle mesure dans n'importe quelle direction que ferait Bob, ben ça donnera le même résultat que ce qubit-là, puisque ces 2 sont intriqués. Mais celui-là, le qubit Alice et le qubit à téléporter, ils ont répondu oui ici. Donc, eux aussi donnent la même réponse. Donc, si ces 2 donnent la même réponse et ces 2 donnent la même réponse, ben forcément, celui-ci et celui-ci donnent aussi la même réponse. Donc, ça veut dire que quoi que fasse Bob, quelle que soit la direction qu'il choisit pour faire une mesure, il obtiendra, et il sait qu'il obtiendra toujours exactement la même réponse que s'il avait posé la question au qubit d'origine, le qubit à téléporter. Donc dans ce cas-là, ben voilà, le qubit est téléporté. Et en gros, c'est ça la téléportation quantique. Déçu? C'est pas tout à fait fini. C'est pas tout à fait fini parce que là, en fait, c'est si la réponse est oui. Voilà, mais peut-être que la réponse est non. Alors, la réponse non, d'abord là, il n'y a que 2 réponses possibles, c'est oui, non. Puis la réponse non, ça veut dire, ben, si vous nous posez la même question, on ne donnera pas la même réponse. Et pas la même réponse, comme il n'y a que 2 réponses possibles, ça veut dire que c'est des réponses opposées. Donc si la réponse est non, alors ici, entre les 2 qubits Alice et Bob, c'est la même réponse, mais entre Alice et le qubit à téléporter, c'est des réponses opposées. Donc finalement, il y aura aussi des réponses opposées entre le qubit à téléporter et le qubit de Bob. Donc ce que Bob va devoir faire, c'est retourner son qubit. Hein, vous avez vu maintenant, il a retourné son qubit. D'accord. Et maintenant, une fois qu'il l'a retourné, ben à ce moment-là, quelle que soit la mesure choisie par Bob, il obtiendra le même résultat que s'il avait fait la mesure sur le qubit à le téléporter. Alors ça, c'est presque fini maintenant. Il y a quand même encore un petit problème pour ceux qui ont bien écouté, c'est que comment il fait Bob pour savoir s'il doit retourner ou non son qubit? Là, pour l'instant, ben Bob, il sait que il y a une chance sur 2 qu'il n'a pas besoin de le retourner, qu'il trouve la même réponse, puis une chance sur 2 qu'il obtient la réponse opposée. Et comme de toute façon, il n'y avait que 2 réponses possibles, il n'a rien appris du tout, parce que ça, même sans rien faire, on sait qu'il y a une chance sur 2 qu'on trouve la bonne réponse, et puis une chance sur 2 qu'on trouve la mauvaise réponse. Du moment qu'il n'y a que 2 réponses possibles, il n'y avait rien besoin de faire pour faire ça. Donc il faut encore
que Alice, qui elle connaît la réponse à cette question, il faut que Alice lui communique cette réponse. Donc là, elle doit juste lui communiquer un oui-non, juste lui communiquer un bit classique. Et en communiquant ce bit classique, à ce moment-là, on a terminé le processus de téléportation. Donc là, il faut communiquer juste un tout petit peu d'information, juste une unité d'information, un bit. Et ça permet de téléporter une information qui est beaucoup plus grande, parce qu'un qubit, c'est un point sur ce cercle, n'importe où sur le cercle. Donc un cercle, c'est évidemment beaucoup plus riche. Il faut un nombre réel pour déterminer un angle. Et cet angle peut être téléporté par la communication d'un simple bit. Mais c'est quand même la nécessité de communiquer ce simple bit qui fait que la téléportation quantique, en fin de compte, ça ne va pas plus vite que la lumière. Parce qu'il faut que Bob attende de recevoir cette information. Oui, j'ai rien à faire. Non, il faut que je retourne mon qubit. Voilà. Ça, c'est une photo d'une des expériences qu'on a faites. Alors, on voit beaucoup de choses là-dessus. Il y a des belles couleurs, c'est joli. Mais je dois quand même vous dire qu'on ne voit pas l'essentiel. Parce qu'en fait, c'est là qu'on crée l'intrication. C'est là qu'on crée nos deux paires de photons qui portent ces qubits intriqués. Et puis là, on ne voit plus rien après. C'est normal, puisqu'il n'y a plus que 2 photons là. Puis 2 photons, ça ne se voit pas. Il n'y en a pas assez pour qu'on les voit. Puis là, c'est encore pire, il n'y en a qu'un seul qu'on crée. Donc, il n'y a qu'un seul photon. Donc, on ne voit rien non plus. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est joli, mais ce n'est pas la chose intéressante. Je suis désolé. Et puis, la mesure, la fameuse question qu'Alice leur demande, si je vous posais la même question, me donneriez-vous la même réponse? Cette question, en fait, on la pose dans cette boîte. OK. Bon, mais alors, dis voir, papa, maman, comment elle fait la nature pour produire un hasard non local? Alors là, on a une réponse. Et la réponse de la plupart des physiciens d'aujourd'hui, et de quasiment tous les physiciens jusqu'à récemment, c'est « tais-toi et mange ta soupe ». Ou en anglais, « shut up and calculate ». En gros, voilà, on en est là dans la physique d'aujourd'hui. Par contre, pour ceux qui ont bien écouté aujourd'hui, vous avez dû comprendre, mais oui, il y a la réponse. La réponse, c'est l'intrication. Alors, c'est peut-être un peu frustrant, je vous dis l'intrication. Mais rappelez-vous, à l'époque de Newton, lorsqu'il y avait aussi des conférences, je ne sais pas si Newton lui-même en donnait, mais il y avait certainement des gens qui donnaient des conférences, puis qui expliquaient aux gens, oui, alors la Terre, c'est une grosse boule comme ça, puis nous, on est là, puis les gens de l'autre côté, ils ne tombent pas. Ah oui, puis il fait comment la nature pour qu'ils ne tombent pas? Ah, c'est la gravitation. Donc, à l'époque de Newton, on leur disait, pas c'est l'intrication, on leur disait, c'est la gravitation. Donc aujourd'hui, des siècles plus tard, la gravitation, c'est bon, là, on a des frigos, nos aimants collent dessus, nous, on colle sur la tête, les kangourous, ils collent aussi. On comprend relativement bien. Mais ici, pour l'intrication, ou ce hasard non local, on n'a pas encore développé toute cette intuition. Donc, on en est là à devoir donner un nom. C'est quand même important de pouvoir mettre des mots sur les concepts et puis d'expliquer les choses comme j'ai essayé de le faire aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas compris ça avec vos tripes, c'est un peu normal. Alors, est-ce qu'un jour, on comprendra? Moi, je parie que oui. Quand les technologies quantiques seront banales, quand la téléportation quantique sera courante, je pense qu'on comprendra le hasard non local un peu comme on comprend la gravitation aujourd'hui. Voilà. Et puis ensuite vient la question qui tue. À quoi ça sert? Franchement, c'est tellement magnifique qu'il n'y a pas besoin de répondre à cette question. N'est-ce pas, monsieur le recteur? N'est-ce pas? La fascination de ce hasard non local, de l'intrication, ça suffit. Mais bon, j'ai de la chance de travailler dans un domaine où il y a aussi des applications. Il y a effectivement une application, par exemple, c'est la cryptographie quantique. Et il y a à Genève une société, Idée Quantique, dans le
président, directeur général, est assis à peu près au milieu de la salle, qui commercialise des Alice et des Bob. Alors, les Alice et Bob d'idées quantiques, c'est ces boîtes-là. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Moins sexy qu'Alice, mais enfin, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne si bien qu'il existe effectivement des tels Alice et Bob un peu partout dans le monde, en particulier à Genève et à Lausanne. Et en permanence, il y a donc de la cryptographie quantique qui se déroule entre Genève et Lausanne en particulier. Moi, je ne vous ai pas expliqué en détail ce que c'est que la cryptographie quantique. Là, je n'ai pas l'intention de commencer maintenant un cours de cryptographie quantique, mais c'est un peu inspiré de la téléportation quantique. Et juste pour finir, je voulais encore vous conseiller un peu de lecture. J'espère que je vous ai maintenant convaincu que la prochaine fois que vous rencontrez un physicien, vous n'allez pas lui faire non, moi, je n'ai jamais rien compris. Vous en avez compris pas mal. Pas tout, non, pas tout, mais pas mal. Donc, le premier livre que je vous recommande, c'est un livre en anglais, The Age of Entanglement. Entanglement, c'est intrication en anglais, donc ça, c'est l'histoire de l'intrication. Et c'est un très beau livre qui reprend toute cette histoire d'intrication, depuis Einstein et même un peu avant Einstein jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, j'aime beaucoup ce livre parce qu'on y parle aussi de Genève. Mais c'est un beau livre aussi par le fait que l'auteur, Louisa Gilder, s'est permis d'inventer des dialogues entre ces différents héros de la physique, Einstein, Schrödinger, etc. Alors, comme c'est des dialogues inventés, ce n'est pas un livre d'histoire au sens rigoureux du terme, mais par contre, c'est un livre qui donne une bonne idée de comment la physique, ça se vit au quotidien. Quelle est la vie des physiciens, comment ils débattent, comment ils hésitent, comment ils se posent ces questions, etc. Donc, vraiment un beau livre. Puis le deuxième, la Initiation à la physique quantique, par mon ancien collaborateur Valerio Scarani, qui est aujourd'hui professeur à l'Université nationale de Singapour. C'est aussi un très beau livre. C'est un petit livre qui vous, sans aucune équation, sans mathématiques, avec des dessins, vous explique comment on fait des qubits. Comment on fait des qubits avec des photons, avec d'autres systèmes. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans cette direction-là, c'est le bon livre. Et puis, il y a ensuite le livre L'impensable hasard, qui est certainement celui de ces trois qui est le plus proche de l'esprit de ma conférence d'aujourd'hui, de ma leçon inaugurale d'aujourd'hui, que j'ai publié en automne dernier chez Odile Jacob et qui, je crois, est encore en vente juste à la sortie ici. Voilà. Alors, je voulais encore une fois vous remercier d'être venus, nombreux, et puis de m'avoir donné ce plaisir de pouvoir parler à tant de personnes de ma physique bien-aimée. Merci. Donnez-moi votre question, puis je la répéterai. Non, c'est d'autres types de forces. Oui, alors donc la question, je peux répéter la question simplement, je crois. Ah oui, on va peut-être attendre que ceux qui veulent s'échapper. Je crois qu'elle repose sa question simplement. Posez votre question alors. La deuxième donc. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est donc, après tout ça, comment est-ce que les qubits savent avec quel autre qubit ils communiquent? Donc, pour pas se tromper avec les qubits C, par exemple. Alors, effectivement, là, lorsque je dis 2 qubits sont intriqués, ce n'est pas n'importe quels 2 qubits qui sont intriqués. Il faut faire quelque chose pour intriquer des qubits. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai simplifié. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas n'importe quelle paire de qubits. Et c'est pour ça que le concept de distance dans l'espace, ça reste pertinent, parce que pour intriquer 2 qubits, il faut aller apporter quelque chose vers ces 2 qubits. Puis une fois qu'on l'a apporté, par exemple avec des fibres optiques, après on peut en principe enlever la fibre optique et l'intrication, elle reste.
mais il faut avoir choisi quels sont les 2 qubits qu'on intrigue, les 2 photons qu'on intrigue. Merci. Vous avez une question? Ah, c'était la même question. Ah, ben. Ouais? Ben, essayons, même question, même réponse. Les applications pratiques. Pour l'instant, la téléportation marche pour les photons et les électrons, à ma connaissance. Quand est-ce que ça va marcher pour les atomes et les choses plus compliquées? Alors, ça marche déjà pour des atomes, ça a déjà été fait pour des atomes, mais c'est vrai que ça a été fait alors, sur des distances toutes petites, genre 1 millimètre ou une fraction de millimètre. Mais là, ça a déjà été fait. Ensuite, il faut aussi se poser la question, un atome, c'est un objet hyper compliqué. Et lorsqu'on dit qu'on téléporte un atome, on téléporte en fait certaines propriétés de cet atome. Bon, un certain nombre de qubits de cet atome, de bits élémentaires, mais pas tout l'atome vraiment. Mais par contre, on a déjà téléporté des qubits portés par des atomes. D'autre part, c'est aussi vrai qu'on n'a encore pas été capable de téléporter des qubits portés par des molécules, parce qu'on ne sait pas intriquer des molécules. Et je peux vous dire que dans mon laboratoire, on a déjà intriqué une propriété de 2 cristaux. Des cristaux qui ont la taille d'un morceau de sucre, 1 centimètre comme ça. Et puis ce qu'on veut faire maintenant, c'est téléporter effectivement un qubit porté par un cristal dans un cristal à quelques centimètres de là. Donc on y travaille, mais ça reste quand même encore quelques qubits. Bonsoir. Je ne suis pas du tout physicien, je fais partie des gens qui n'y comprennent a priori rien, mais il me semble avoir lu un article récent où on disait que, je vais pas appeler ça un objet, mais une particule pouvait être à 2 endroits en même temps. Est-ce qu'il y a un lien avec ce que vous venez d'exposer? Alors oui, il y a un lien, mais ce n'est pas non plus la même chose. Hein. Mais effectivement, c'est un peu comme mes électrons que j'ai transformés en bulles de savon, c'est que les électrons, ils sont délocalisés, ils sont à plusieurs endroits à la fois. Même pas seulement 2, ils peuvent être vraiment dans énormément d'endroits à la fois. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est nécessaire, mais ce n'est pas encore suffisant pour avoir de l'intrication. Donc l'intrication, ça va encore plus loin, puisque là, on peut vraiment avoir 2 objets, ce n'est pas un objet qui est à 2 endroits, mais 2 objets qui continuent à agir comme un seul tout, puisque lorsqu'on leur pose la même question, ils donnent la même réponse, comme si c'était en fait le même objet, mais qui est à 2 endroits. Des questions encore derrière et là-bas, je ne sais pas. Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Oui, sauf que j'ai aucune idée d'où ça vient. Ici, monsieur. Alors, monsieur, je fais malheureusement partie des personnes qui n'ont pas tout compris, je vous l'avoue. C'est normal. Mais il y a une phrase qui m'a frappé. Vous avez dit qu'un qubit pouvait transporter une information comme un cercle entier, c'est-à-dire beaucoup plus d'informations que l'information qu'il véhicule lui-même en étant un qubit. Est-ce que ça veut dire qu'un bit, plus d'informations qu'un bit. Voilà. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, on aura des ordinateurs quantiques qui, avec un seul qubit d'information, pourront transporter beaucoup plus d'informations et de par là accroître les capacités d'un ordinateur? Oui, c'est des questions, c'est des bonnes questions là. Ça veut dire que vous avez compris bien plus que vous l'imaginez pour poser des questions comme ça. Je suis modeste. Mais la réponse est pas si simple. C'est pas un oui ou un non. D'abord, c'est vrai qu'en envoyant un qubit, on peut envoyer plus qu'un bit d'information, mais pas beaucoup plus. En fait, on peut en envoyer 2, un petit peu plus. Par contre, on peut traiter beaucoup d'informations. Ça, c'est l'idée de l'ordinateur quantique, c'est qu'on peut vraiment traiter énormément d'informations en parallèle. Et ça permettra de faire ces calculateurs extraordinaires qui nous apparaîtront comme de la magie, parce qu'ils sont capables de faire des choses qui nous paraissent intuitivement impossibles. Mais ces informations traitées en parallèle, elles sont traitées par quoi? Par des qubits, justement. Et ces qubits, comme ils peuvent être à plusieurs endroits sur le cercle, hein, Oui. ils peuvent traiter beaucoup plus d'informations que les bits classiques. Donc un ordinateur basé sur des qubits serait capable de faire des calculs qui sont inimaginables sur nos ordinateurs habituels. Très bien. Donc en fait, si j'ai bien compris, le fait qu'on puisse mettre plus de données sur un qubit
permet d'imaginer des interdépendances qui sont beaucoup plus complexes qu'avec des bits qui permettent, avec moins de qubits, de créer plus d'interdépendances et plus d'informations ainsi. Vous en avez compris énormément. Et puis je peux même encore aller un peu plus loin. Et à la fin, il faut faire une mesure. Et vous avez vu, la mesure, même sur un qubit, ça donne quand même qu'un résultat binaire, parallèle ou antiparallèle. Donc vous n'avez pas plus de résultats. D'accord. Donc à la fin, c'est pour ça qu'on ne peut pas extraire tellement plus d'informations. Mais c'est quand même très intéressant. Si vous voulez calculer, je sais pas, la moyenne d'une certaine fonction. D'accord. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, une moyenne d'une certaine fonction. Je ne sais pas le Alors faire, la mais manière je fais classique de confiance. faire, on calcule la fonction d'abord pour la première valeur, pour la deuxième valeur, pour la troisième valeur, etc. Ensuite, on fait la somme de tout ça, puis on divise par le nombre pour avoir la moyenne. Oui. Mais en fait, lorsqu'on est intéressé uniquement par la valeur moyenne, pas par la valeur individuelle, ben on se dit, c'est notre ordinateur quantique qui va faire le calcul de la fonction. Il va calculer toutes les valeurs en même temps, puis à la fin, on va faire une mesure qui nous donnera uniquement le résultat de la valeur moyenne. D'accord. Donc ça, c'est un peu l'intuition de l'ordinateur quantique. Qui est permise grâce au hasard dont vous avez parlé. Alors, il faudra limiter le hasard parce qu'on aimerait quand même un résultat qui soit le plus souvent juste. D'accord. Merci. Au revoir. Bonsoir. Deux questions peut-être. Une question un peu philosophique et puis une question un peu triviale. La triviale, c'est qui sont les clients de ID quantique, les physiciens? Il y a des physiciens, effectivement, mais il y a aussi des banquiers, des grandes entreprises. Toute entreprise qui a des secrets extrêmement à très forte valeur ou qui attache énormément de valeur à leurs secrets va faire attention de protéger ces informations. D'accord. Et l'autre question, c'est, vous nous avez parlé de création. Est-ce qu'il y a dans votre esprit une relation entre le mot intrication et harmonie? Et harmonie. Harmonie. Ouais. Disons que l'avantage de l'intrication, et peut-être aussi son désavantage, c'est qu'intrication, c'est bien défini. Bon, ici, je l'ai utilisé essentiellement, même question, même réponse. Mais en fait, on sait très bien définir ça. Ensuite, on sait la quantifier. On peut dire là, il y en a plus, là, il y en a moins, etc. Oui, les scientifiques, on a envie d'essayer d'utiliser des mots, mais ensuite d'être très précis, d'être capable de calculer avec. Donc, pour nous, ces équations, elles ne sont pas là juste pour amuser la galerie. Si je prends des concepts et puis que j'ai plus une vision un peu artistique, comme ça, harmonie ou comme ça, il y a des tas de choses extrêmement belles, et je peux être évidemment aussi sensible à tout ça, mais je ne vais pas être capable de faire un calcul avec ça, et puis dire, voilà, avec ça, je peux gagner 3 fois sur 4, mais pas plus. Et si je gagne plus, c'est que le concept est falsifié. Donc pour moi, c'est important d'avoir des concepts qui sont suffisamment bien définis, que je puisse vraiment faire des calculs de prédiction. Et l'important aussi, c'est que je puisse me tromper en faisant ma prédiction, pour que la nature puisse me dire, non, là, c'est pas juste ce que vous êtes en train de penser, cette hypothèse, elle est peut-être jolie, mais elle n'est pas juste, c'est pas comme ça que ça se fonctionne. Bonsoir. Oui, allez-y. Vous avez expliqué en fait par rapport au qubit que l'information circulait à la fin librement quand il y en avait un troisième qui intervenait. La question que j'aurais en fait, c'est la réponse arrive à partir du moment où le postulat est que les deux qubits ont le même âge, au moment où on les utilise. Est-ce que si on utilisait des qubits en fait qui avaient vraiment un âge extrêmement éloigné, c'est-à-dire peut-être, je sais pas, 25 000 ou plus, enfin vraiment une différence vraiment fondamentale du temps qui les sépare, est-ce qu'on aurait la même réponse? Je ne crois pas avoir parlé de l'âge des qubits. Hein, justement. Mais effectivement, donc je ne suis pas exactement sûr de comprendre votre question. Donc, c'est vrai que le phénomène d'intrication, il est particulièrement merveilleux lorsqu'on pose les questions en même temps. Parce que si on pose les questions en même temps, puis qu'il donne les mêmes réponses, sans avoir le temps de communiquer, c'est impressionnant. Évidemment, si je pose la question à un qubit, puis j'attends une journée, puis je pose la question à l'autre qubit le lendemain, on se dit, là, ils ont eu tout le temps de communiquer.
même Non, avec alors- un piéton. Alors Donc- effectivement, la différence, c'est si par exemple on prend 2 qubits, mais qui n'ont pas le même âge. C'est-à-dire C'est quoi, qu'un l'âge? élément viendrait par exemple d'une information, enfin d'un support beaucoup plus lointain. Ah ouais. Ok. Non, alors là, on peut effectivement intriquer des photons qui n'ont pas le même âge. On peut aussi intriquer, alors c'est un peu plus compliqué, je n'ai pas raconté tout ça, mais on sait intriquer même des photons ou des particules qui ne se sont jamais vues. Alors évidemment, dans ce cas-là, il faut qu'ils aient d'autres particules qui leur portent cette intrication et ensuite on transfère l'intrication localement. Donc on sait intriquer des photons ou des particules qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas la même couleur. On peut intriquer un cristal avec un photon ou toutes sortes de combinaisons. Là, il n'y a pas tellement de limitation, Pas de limite de temps. Alors. ni dans le temps ni dans l'espace. Non. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter. Moi, ma question, on sait maintenant, par la science, que la pensée, elle est matière. Hein, donc, je pense que les physiciens, les généticiens corroborent ça. Alors, dans ce que vous avez évoqué et développé, est-ce que quand on parle de télé, c'est-à-dire transporter 2 à 2, quel est le lien qu'il pourrait y avoir entre le nom m'échappe, et la pensée? Je pense à vous, ah ben oui, je t'appelle, ben je pensais à toi. Est-ce que vous pouvez me dire 2 mots là-dessus, s'il vous plaît? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, enfin, je ne suis pas totalement sûr que je vois, mais je crois que vous parlez de coïncidence. Hein. Donc, effectivement, je pense à toi, tiens, c'est à ce moment-là que tu m'appelles. Il y a des coïncidences comme ça. Bon, c'est assez fréquent, des coïncidences, effectivement. Là, de nouveau, on va quand même plus loin lorsqu'on fait notre intrication, notre hasard non local. C'est à chaque fois que je pose la même question, j'ai à chaque fois le même résultat. Ce n'est pas juste une coïncidence. Pas une coïncidence, des fois ça se produit, puis des fois ça ne se produit pas. Mais je comprends bien, oui. Donc là, c'est beaucoup plus systématique, ce qui nous permet de l'étudier de façon rigoureuse, d'une part, et puis ça permet aussi de se dire, ce n'est pas par hasard qu'il donne le même résultat. Bon, il y a ce hasard non local, mais ce n'est pas une coïncidence. Le fait qu'il donne le même résultat, ce n'est pas une coïncidence. Si je prends 2 très mauvais étudiants qui n'ont jamais rien appris, puis je leur pose une question, il se peut quand même que par coïncidence, ils donnent la même réponse. Mais ils ne vont pas faire ça systématiquement. Ah, il n'y a pas une règle universelle, et je veux dire, c'est vraiment très aléatoire, alors. Je n'ai pas compris. Je veux dire, il y a coïncidence ou il n'y a pas. Donc, c'est aléatoire. Ou bien c'est une règle de l'univers, ça. De la matière. Oui. En tout cas, les coïncidences, ce n'est pas un hasard non local, c'est 2 hasards. Prenez 2 pièces de monnaie, une pièce de monnaie tout à fait normale, vous les lancez en l'air, chacune tombe au hasard, puis de temps en temps, vous avez que par coïncidence, elles tombent sur la même face. Ça, ce n'est pas un hasard non local, c'est 2 fois du hasard, et par coïncidence, il se peut que ça soit le même. OK. Alors, mesdames et messieurs, je vous propose de prendre encore 2 questions, parce qu'une leçon, c'est qu'il ne faut pas épuiser le physicien. Alors, il y a une question, on va prendre une question de ce côté et une dernière question à l'autre extrémité. Bonsoir, monsieur, et je vous remercie. J'ai 2 questions. La première, il s'agit de ce qu'on appelle en anglais Heisenberg Uncertainty Principle. Ça veut dire que si on mesure quelque chose, on a l'influence sur, par exemple, si on mesure la vitesse est affectée et vous avez utilisé le mot mesure à plusieurs reprises. C'est la première. Donc, est-ce que c'est à ce niveau, ce principe est encore valable? Tout à fait. Deuxièmement, tout à fait. Attendez, je réponds déjà à la première question. Tout à fait, c'est tout à fait valable. Donc, sur l'exemple que j'avais pris du qubit, il y avait ce point rouge, n'est-ce pas, qui était en haut à droite. Ça, c'était l'état initial. Après, on fait une mesure selon une certaine direction. Et le résultat final, c'est soit le point vert correspondait à parallèle, soit le point correspondant à antiparallèle. Mais dans les 2 cas, on voit bien que la mesure a changé l'état de mon qubit. Il n'est plus le même après qu'avant. Et ça, c'est tout à fait lié aux relations d'incertitude de Heisenberg. merci. Et juste une brève question, mais je ne sais pas si la réponse est brève. Est-ce que vous faites la distinction entre télépathie et télétransport? Alors, bon, la télétransportation, je pense que quand je prends ma voiture, j'ai l'impression que je me transporte.
Donc ça existe, alors que la télépathie, ça n'existe pas. Et ce que je disais à la fin, ce n'était pas de la télétransportation, ça c'est banal. On peut prendre son vélo, on peut se transporter sur ses pieds. Par contre, c'est de la téléportation. Il n'y a rien qui transporte. Il y a vraiment quelque chose qui disparaît d'un endroit, ce qubit, il était de ce côté, le qubit a téléporté, qui disparaît ici, qui s'intrique avec celui d'Alice, et celui de Bob, qui était intriqué avec celui d'Alice, mais qui à la fin se retrouve être l'exacte version du qubit à téléporter. Donc il n'y a rien qui le distingue du qubit à téléporter. Dans ce sens-là, il est ici maintenant. Mais ça, c'est vraiment de la téléportation dans le sens que ça disparaît d'un côté pour réapparaître de l'autre sans être passé par aucun lieu intermédiaire. Dernière question à droite. Merci. Sur quelle distance théorique et quelle distance pratique maximale peuvent se manifester ces effets d'intrication ou de téléportation? Oui, ça c'est bonne question de nouveau. Alors, en théorie, il n'y a aucune limite. En théorie, ça pourrait être entre deux galaxies, entre deux amas de galaxies, etc. Il n'y a aucune limite théorique. Maintenant, évidemment, en pratique, on est quand même limité. Pour des expériences vraiment d'intrication avec la source bien au milieu, les 18 km, là, le Jussi-Satini que je vous ai montré, c'est le record. Ensuite, il y a des expériences plutôt de cryptographie quantique, c'est un peu différent, et là, les distances peuvent aller sur... disons, les systèmes commerciaux, c'est limité à 100 km, et notre record est à 250. Et qu'est-ce qui empêche d'aller plus loin? Ah oui, alors ce qui empêche d'aller plus loin, c'est que, comme je disais à madame tout à l'heure, pour avoir de l'intrication en deux endroits, il y a un moment, il faut distribuer cette intrication. Il faut envoyer ces qubits à gauche et à droite chez Alice et Bob. Et lorsqu'on les envoie, c'est quand même des photons ou des atomes, des objets extrêmement ténus et difficiles à manipuler. On finit par les perdre. Alors, si on veut les envoyer très très loin, il y a une telle probabilité qu'on les perde que finalement, on n'y arrive plus. Donc, c'est vraiment le problème. Par exemple, pour des photons, on les envoie dans des fibres optiques. Alors, les fibres optiques, c'est du verre qui est extraordinairement transparent, puisqu'après 15 km, il reste la moitié de la lumière. Donc, c'est comme si on avait des lunettes de soleil, mais avec 15 km d'épaisseur, et on verrait encore à travers. Donc, c'est extraordinairement transparent. Et bon, après 15 km, vous avez perdu quand même la moitié. Et puis après 30 km, vous perdez encore une fois la moitié. Donc, il ne vous reste plus que le quart. Puis encore 15 km, il ne vous reste plus qu'un huitième, etc. Donc, quand vous êtes à 100 km, il ne reste plus grand-chose. Et c'est ça le problème. Mais ça, c'est des problèmes pratiques. Et je suis sûr qu'on va faire beaucoup de progrès. Et il y a des expériences qui sont planifiées pour faire vraiment maintenant des communications quantiques entre des satellites. Donc, il y a 800 km, donc des satellites basse orbite, ces satellites-là et la Terre. Donc là, on arriverait à s'approcher des 1000 km. Puis voilà, ça continuera et on ira à des 10 000 km un jour. Merci, mesdames et messieurs. En votre nom, j'aimerais remercier, bien entendu, Nicolas Gisin pour nous avoir rendu un tout petit peu moins ignorant, pour nous avoir aussi fait partager sa passion. Et j'aimerais vous souhaiter un bon retour chez vous. N'imaginez pas que vous y allez par téléportation, donc soyez prudents et bon retour. Et nous espérons vous revoir une prochaine fois à une de nos conférences ici. À bientôt.